Chers téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre entretien hebdomadaire. Aujourd'hui, nous sommes au siège de la COSYDEP avec M. Cheikh Mbow, qui est le directeur exécutif de la COSYDEP. Bonjour M. Mbow. Bonjour M. Sarr. Donc, la COSYDEP, chers téléspectateurs, vous en avez souvent entendu parler, surtout pendant les moments de crise, pendant les périodes de grève. Donc, et c'est l'une des raisons pour lesquelles on est venu voir M. Mbow, parce que c'est un des acteurs très actifs, n'est-ce pas, de notre système éducatif. Et aujourd'hui, on va revenir avec lui, bien sûr, sur cette période-là, et surtout la préparation donc de la reprise des cours, et le rôle que la société civile, à travers la COSYDEP, compte jouer donc, dans cette reprise-là. Donc, mais avant, on va revenir un peu sur la COSYDEP. Pour nos téléspectateurs, vous pouvez revenir un peu sur la COSYDEP. C'est quoi la COSYDEP? Oui, c'est déjà un grand plaisir que de vous accueillir dans nos locaux. Vous féliciter parce que nous sommes en train de suivre évidemment cette excellente émission qui passe tous les samedis. Vous encourager et dire évidemment que notre espace médiatique a besoin d'avoir des émissions de cette qualité. C'est ça qui pourrait permettre d'accompagner les communautés et de faire en sorte évidemment qu'ils puissent bénéficier de réflexions diverses. La COSYDEP, c'est une coalition. Ça veut dire une plateforme qui réunit plusieurs autres organisations. Vous avez la famille ONG qui y est représentée, la famille syndicat d'enseignants, la famille association de parents d'élèves et la famille aussi chercheurs et un réseau de journalistes en éducation et formation. Parce que simplement notre conviction, c'est que les questions d'éducation et de la formation devraient être abordées de manière beaucoup plus inclusive. Il faudrait qu'on arrête de cheminer en solo, mais il faudrait qu'on soit beaucoup plus ensemble. C'est ça qui nous permet de mutualiser nos ressources, mutualiser nos intelligences pour avoir de l'impact sur le terrain. Donc c'est une coalition qui est pour ça. Une coalition aussi qui travaille pour que le droit à l'éducation soit effectif pour tous les enfants sans exclusion. Donc dans la COSYDEP, il y a les syndicats, comme vous avez dit, il y a des ONG. Des ONG comme quoi? Comme Aide et Action est membre de la COSYDEP. Action Aid est membre de la FAWE, voilà, FEXDA, SCOFI, les deux fédérations d'associations de parents d'élèves qui y sont, et des chercheurs universitaires aussi qui y sont représentés, et un réseau de journalistes en éducation et formation. Ok, et l'État, il n'est pas représenté dans la COSYDEP? Non, la COSYDEP, c'est une organisation de la société civile, c'est une plateforme de la société civile. Ok. Donc nous, l'État devient un partenaire de la COSYDEP. Tout ce qui est institutionnel. L'État, dans le sens donc des ministères en charge de l'éducation, ou alors des chambres législatives, Assemblée nationale, Conseil économique, collectivités territoriales, donc ils sont tous des partenaires. Et nous sommes une organisation de la société civile qui doit rester dans son rôle de veille, dans son rôle d'alerte et de proposition, avec une analyse des alternatives qui pourraient permettre évidemment à l'État d'avoir une lecture plurielle de la situation. Ce que nous voulons, c'est que l'État a évidemment ses canaux classique et traditionnel, mais il est important aussi qu'il écoute le système autrement. Et nous pensons qu'en tant qu'organisation de la société civile, donc supposé être sur le terrain plus proche des communautés, nous pouvons faire des remontées d'informations sur les intentions de l'État. L'État peut dire, j'ai mis X% dans l'éducation, et nous allons sur le terrain pour faire parler le terrain, interroger les acteurs, voir la réalité des intentions, et donc faire des rapports de contribution, des rapports alternatifs qui sont destinés à l'État pour une prise de décision éclairée. Donc voilà un peu le rôle que nous jouons. C'est important déjà de développer sur tout ça, parce que la plupart des Sénégalais, donc voilà, je parle pour ces milliers, ces millions donc de téléspectateurs qui nous suivent, donc la plupart d'entre eux n'entendent parler de la COSYDEP que pendant les moments de grève, pendant les périodes de grève des enseignants, les grèves intenses d'ailleurs, où il y a donc souvent cette médiation qui est assurée par la COSYDEP entre l'État et les syndicats d'enseignants. Donc au-delà donc de ces médiations-là, cette médiation-là que vous avez l'habitude d'assurer, l'habitude parce qu'on fait souvent la grève au Sénégal, donc ça veut dire que vous êtes également dans d'autres activités. Oui, parce que vous savez, nous on n'aimerait pas être des facilitateurs dans ces grèves parce qu'on ne souhaite pas qu'il y en ait. C'est pas notre fonction première. Nous faisons beaucoup de rapports. Vous avez vu notre bibliothèque, beaucoup de réflexions. Ici, c'est une réflexion sur l'éducation en situation d'urgence. Donc, il y a beaucoup de réflexions, évidemment, pour mettre ça. Mais vous aussi, la presse, vous avez une responsabilité dans ça. Vous ne vous intéressez généralement à nos activités que quand il y a des perturbations, quand il y a des turbulences.
Aujourd'hui, ce que nous avons fait sur l'éducation inclusive depuis 2007, 2008, 2009, où nous avons accompagné des écoles de la banlieue pour changer un peu, transformer l'école pour qu'il y ait des rampes destinées aux enfants qui vivent avec un handicap, où nous avons accompagné les enseignants en termes de renforcement de capacité, parce que dans la formation initiale, ils n'étaient pas préparés à soutenir et accompagner ces enfants à besoins éducatifs spéciaux, où nous avons pu produire enfin un guide pédagogique qui puisse évidemment constituer un livre de chevet pour les enseignants qui leur permettent de faire de l'école un lieu d'apprentissage de tous. Donc sur l'éducation inclusive, on a fait beaucoup de choses. Vous prenez, récemment nous avons un programme à Matam, avec le programme qu'on a dénommé Kaural en partenariat avec l'USAID et l'ONG 3D, où nous travaillons sur la problématique du financement du financement de l'éducation par les ressources minières et gazières. Donc, justement, vous avez parlé de l'ONG 3D et vous avez aussi parlé donc de l'USAID. J'allais vous demander d'où vous tirez donc vos ressources, surtout financières, pour faire toutes ces activités-là. Non, c'est juste, mais si vous me permettez de terminer, pour dire qu'il y a beaucoup d'activités, beaucoup de programmes qui sont déroulés en lien avec l'éducation des enfants qui vivent avec un handicap, en lien avec le financement et la gouvernance de l'éducation, mais aussi sur les questions liées évidemment à la problématique du droit à l'éducation tout court, pour que personne ne soit laissé en rade. Il y a beaucoup de programmes. Oui, d'où est-ce que nous tirons nos ressources? D'abord, des cotisations internes. C'est vrai que c'est toujours faible, parce que les organisations membres cotisent 50 000 francs par an. Okay. Donc ça, c'est déjà une première source de financement de la COSIDEP. Deuxième source, ce sont les programmes. Vous le savez, comme toute ONG, nous répondons, nous pouvons compétir quand il y a évidemment des propositions, ce qu'on appelle les proposals, donc des appels à propositions, et donc nous pouvons faire des offres, des propositions qui sont souvent qui puissent arriver à convaincre tel ou tel bailleur, et ça qui fait évidemment qui nous accompagne. Donc il y a ces appels à propositions, ces appels à projets qui constituent aussi une autre source. Nous avons aussi une source qui est la source la plus stable, c'est le financement par le partenariat mondial pour l'éducation. Okay. Vous savez, l'esprit du Global Partnership for Education, c'est de soutenir les gouvernements, mais c'est aussi de soutenir la société civile, pour que la société civile puisse rester dans son rôle d'éveil et d'alerte. C'est dans ce sens-là que nous avons été accompagnés par le partenariat depuis 2009. Okay. Donc, et c'est ça qui assure tout ce qui est fonctionnement de la maison, les salaires, le local, tout ce qui est lié donc au fonctionnement et à l'administration de la maison. Okay. Donc c'est ça nos sources. C'est des partenaires qui nous font confiance sur la base de réalisations précises. C'est des appels à projets auxquels nous répondons. Et alors c'est encore des cotisations internes qui sont faites par les membres. Ok. Donc là, le monde entier est en crise. Oui. Le Sénégal n'est pas en reste. Les établissements ne fonctionnent plus de façon physique. Donc il y a des initiatives qui sont notées ça et là, mais de façon vraiment physique, donc les établissements ne fonctionnent plus. Donc aujourd'hui, est-ce que la COSIDEP donc, est en train de jouer un rôle pendant cette crise-là? Oui, c'est une question très difficile, très complexe, une question très sensible. Avec votre permission, je voudrais en profiter pour présenter mes condoléances à tous ceux qui ont perdu leur vie avec le Covid. Ensuite, souhaiter un prompt rétablissement à tous ceux qui ont été en contact ou qui sont mis en quarantaine aujourd'hui. Mais enfin, demander à tous les Sénégalais de continuer à montrer que nous savons faire la différence en respectant les gestes barrières. C'est une situation qui est là. Un petit virus que nous ne maîtrisons pas, qui est venu nous perturber, nous infiltrer et perturber tous nos plans. Nous avions dit que l'école va commencer à tel moment, elle va fermer à tel autre moment. Le virus est venu dire non, vous n'avez pas raison, ça ne fonctionnerait pas de cette façon. Donc voilà ce qui fait que donc face à ce bouleversement de nos programmes avec ce virus, nous devons évidemment y réfléchir. Nous avions beaucoup apprécié la décision et la mesure de fermeture des écoles. Nous avons dit qu'il faut nuancer, il faut arrêter de parler de vacances. Il s'agit de fermeture des écoles. Ce sont les écoles qui sont fermées, mais pas les apprentissages. Les apprentissages doivent continuer. Effectivement. Et donc c'est sous cet angle-là que nous avions apprécié évidemment cette décision, parce que l'école, vous le savez, c'est une société en miniature. Des enfants viennent de partout. Donc ça peut être une source
en tout cas de propagation de ce virus-là. Maintenant, s'il faut le faire, il faut aussi aller dans le sens de faire en sorte que les enfants ne transposent pas l'école dans d'autres lieux. Parce que vous le savez, fermer l'école parce qu'on ne veut pas qu'il y ait une concentration humaine, mais aller se réunir à la plage, ça ne sert absolument à rien. Donc tous les parents, vous et moi, nous avons une responsabilité pour veiller à ce que ce qui a justifié que l'école soit fermée puisse être aussi respecté à la maison. Ça pour nous, c'est un message que nous lançons aux enfants qui nous suivent, aux jeunes qui nous suivent, pour vous dire que nous devons faire preuve de responsabilité en restant chez nous. Maintenant, rester chez nous, pour un apprenant, c'est aussi éviter de désapprendre. Il faudrait continuer à consolider tout ce que nous avions fait, à renforcer ce que nous avions fait. Et ça, pour le faire, évidemment, il est essentiel que les enfants continuent à ouvrir leurs cahiers et leurs livres. D'autant qu'il y a beaucoup d'offres qui sont là, à travers des offres à la télé, des offres sur l'Internet, dans les radios, avec les radios communautaires. Et même au niveau de leur classe. Parce de leur classe, avec des enseignants qui commencent à fonctionner avec Google Classroom. Google Classroom, d'autres qui essaient avec... J'ai beaucoup aimé votre émission avec mon ami et frère Sam, ou qui prend aussi beaucoup d'initiatives dans ce sens-là. D'autres enseignants que je connais qui ont mis en place des groupes WhatsApp qui permettent d'accompagner les enfants. Donc, chers élèves, chers enfants, l'école est fermée, mais les apprentissages ne sont pas fermés. Vous devez continuer à apprendre. Justement, apprendre parce que demain, avec ce qui se passe avec le Covid, si vous êtes notre espoir pour demain être les scientifiques de demain qui devront faire face à toute calamité ou à toute difficulté auquel notre pays devrait affronter. Donc voilà ce qui fait évidemment que c'est ça en termes d'appréciation première, ce qu'on peut dire sur le Covid. Donc c'est vraiment quelque chose qui réclame de nous beaucoup plus de responsabilité et d'engagement pour faire face à cela. Maintenant, ça a dû geler aussi vos activités. Oui, au plan interne, au niveau de la COSYDEP, comme vous, comme nous tous, comme tous les Sénégalais, comme le monde entier, parce que c'est une pandémie, ça a bouleversé tous les plans. Ça a bouleversé le calendrier scolaire, mais ça a bouleversé aussi nous, notre propre calendrier. Nous, on avait deux activités. Tout à l'heure, en venant, vous avez vu, j'étais avec un des chargés de programme qui s'interroge sur la suite de nos programmes au nord. Donc, tous nos programmes, nous avons demandé à ce qu'on puisse les fermer. Vous êtes venu ici dans mon bureau, il n'y a presque plus personne. Donc, on a été obligé de nous réorganiser, d'avoir un autre dispositif. Oui, cela a impacté les activités de la COSYDEP, mais c'est normal. Mais aujourd'hui, cela aussi nous a amené à faire preuve d'ingéniosité et d'intelligence. Parce que comme j'ai dit, je l'ai dit à l'équipe, pour connaître l'intelligence d'un individu, c'est quand il fait face à une situation nouvelle. C'est aujourd'hui donc que nous devons tous faire preuve d'intelligence, d'innovation et de créativité. Nous sommes en train de travailler à distance, comme le font presque tous les bureaux. Nous sommes en train de réfléchir sur d'autres dispositifs par rapport aux collectes de données que nous engageons souvent pour les faire en ligne. Donc nous sommes en train de réfléchir sur ces questions-là. Donc au total, oui, ça a impacté les actions de la COSYDEP, mais cela ne nous a pas empêché de fonctionner. Donc nous sommes en train de fonctionner et d'assurer le minimum. Vous avez dit qu'est-ce que nous sommes en train de faire dans le cadre de ce Covid, ou qu'est-ce que nous avons déjà fait. Nous avons déjà émis des déclarations pour donner notre point de vue sur la question, et dans lesquelles déclarations nous avions rappelé qu'il était essentiel que cette mesure de fermeture des écoles et d'accompagnement des apprenants puisse être appliquée à tous les lieux d'apprentissage. Qu'on n'oublie pas, surtout des écoles particulières, des écoles telles que les Dara. Donc ça, pour nous, c'est un élément qui est essentiel, qu'on n'oublie aucun truc. Mais nous avions dit aussi qu'il faut travailler à sécuriser nos écoles. Vous le savez, quand on dit qu'il faut fermer l'école, cela suppose aujourd'hui qu'il y ait un dispositif de sécurisation de cette école-là, qui est un patrimoine. C'est là où nous avons les extraits de naissance des enfants. C'est là où nous avons tout le cursus des enfants. Nous avons donc les livrets. Donc, en termes de mémoire, nous avons la responsabilité de penser au post-Covid et d'assurer la sécurisation de nos établissements. Je vous rappelle que nous sommes avec M. Chermou, qui est le directeur exécutif de la COSYDEP. Donc, on est aujourd'hui avec lui dans son bureau. Et justement, on va parler de cette situation post-Covid. Cette situation qui certainement a déjà, voilà, les autorités du ministère sont certainement en train de réfléchir déjà sur cette situation post-Covid. Aujourd'hui, est-ce que vous vous êtes associé à cette réflexion-là? Oui, on est membre du comité de veille. Il ne serait pas bon que les autorités du ministère soient les seules à réfléchir autour de ça.
on les attend sur l'animation de la réflexion autour de la question. Parce que c'est nous, les bénéficiaires, nous, les acteurs, quand je dis nous, ça veut dire c'est les citoyens, les citoyennes, les communautés, qui devraient pouvoir poster leurs préoccupations. Et les ministères devraient animer cette réflexion, tirer les conclusions et prendre les décisions. Parce qu'ils ont la responsabilité de prendre les décisions. Nous sommes, oui, est-ce que nous sommes membres? Nous sommes membres du comité de veille, où nous travaillons évidemment avec le ministère et où nous donnons évidemment nos points de vue sur beaucoup d'aspects. Comme je l'ai dit, il y a un aspect particulier qui nous intéresse dans le post-Covid, c'est la sécurisation des écoles, je l'ai dit, en veillant à ce que, en rapport avec les collectivités territoriales, que toutes les écoles puissent disposer d'un gardien, parce que nous savons que quand il y a des crises, c'est aussi des moments où il y a des badauds qui peuvent venir complètement bouleverser notre organisation, assurer le paiement des factures d'eau et d'électricité par l'État au niveau central. Ça pour nous c'est essentiel parce qu'il ne faut pas qu'on revienne après le Covid et qu'on retrouve des écoles désablées, des écoles qui soient dans un, comment on appelle, qui ne soient plus fonctionnelles. Effectivement. Donc ça pour nous c'est un élément qui est essentiel. Mais le post-Covid aussi, c'est réfléchir dès à présent sur un dispositif de désinfection des écoles. Les écoles sont fermées, mais il y a d'autres personnes qui les fréquentent. Effectivement. Donc il faudrait anticiper sur cela. On ne peut pas attendre le sifflet de la reprise des écoles pour commencer la désinfection. Donc il faut le faire dès à présent. Le post-Covid aussi, c'est réfléchir sur l'accompagnement des enseignants et des apprenants. En termes de mise à disposition de psychologues conseillers, d'assistants sociaux, qui pourraient évidemment les encadrer. Donc pour nous, ça c'est des éléments qui sont fondamentaux si nous voulons évidemment faire en sorte qu'on puisse reprendre ça. Maintenant, le post-Covid aussi, c'est réfléchir sur les risques. Parce que vous savez, il y a un risque d'abandon ou de décrochage des enfants. Et donc, sur ce plan-là, nous devons évidemment aujourd'hui avoir un dispositif qui prenne en charge cet aspect-là. Donc, il y a évidemment beaucoup d'aspects liés à ça qui devraient pouvoir nous intéresser et nous mobiliser si nous voulons faire en sorte que, oui, le Covid, c'est déjà un mal, mais si nous voulons aussi apprendre de ce mal, apprendre de cette crise. Justement, un enseignant avec qui nous avons échangé, donc chers téléspectateurs, nous avons échangé de la crise et je lui ai posé la question, il m'a dit, attends, nous on a l'habitude de vivre 3 mois de grève, 4 mois de grève, donc cette situation ne sera pas un problème pour nous. Vous êtes du même avis? Non, écoutez, même si on vivait des années avec 3 mois de grève, ça veut dire que c'était des années qui n'était pas normal. Parce que nous, notre avis, c'est que le Sénégal doit se battre pour être au moins dans les 900 heures de quantum horaire. Or, chaque année, on tourne entre 600 et 700 heures à cause de plusieurs perturbations, y compris les grèves. Mais ce n'est pas parce qu'on avait l'habitude de faire des grèves de 3 mois qu'on puisse accepter que nos années soient réduites maintenant au lieu de 9 à 6 mois. Donc cet enseignant, c'est comme s'il voulait valider qu'une année scolaire pouvait se tenir en 6 mois. Donc sur le principe, je ne sais pas qui est cet enseignant-là, je voudrais le féliciter, le remercier, mais je ne peux pas soutenir cela. Nous pensons que des pays comme les nôtres, qui apprennent à partir de langues étrangères, devraient se battre pour être au moins à 1200 heures par an. Des pays en développement qui doivent se construire, qui ont besoin d'avoir une qualité de ressources humaines avérée, devraient travailler à avoir plus de 1000 heures par an. Nous atteignons difficilement 700 heures par an. Donc ça se passe. Maintenant, oui, on peut, malgré cette crise, malgré ces 2 ou 3 mois, ou ces 2 mois de fermeture due au Covid-19, nous pouvons évidemment développer des stratégies. On va dire 1 mois, si c'est juste le mois d'avril qui est perdu. Voilà. Parce que c'est à 1 semaine des vacances de Pâques. Oui, plus le mois d'avril, donc 1 mois, 1 semaine ou 2 semaines. Dans tous les cas, à ce stade-là, on peut dire évidemment qu'on peut encore trouver des stratégies qui nous permettent de valider l'année. Mais toutes ces initiatives-là que l'on voit actuellement, avec les télévisions privées, donc la télé-école qui est là, le canal éducation qui est là, donc la TFM, E-Média, voilà, Mourchid qui le fait depuis très longtemps d'ailleurs, et on les félicite pour ça aussi, donc Mourchid, parce qu'ils sont dans ça depuis très longtemps. Donc toutes ces initiatives que l'on voit au niveau de ces médias-là, et les initiatives également que les enseignants et les chefs d'établissement ont développées avec Google Classroom et entre autres. Donc vous pensez que on devrait tenir compte de ça pour vraiment essayer donc d'estimer le quantum horaire qu'il nous reste à faire?
Non, il faut juste tenir compte de ça pour saluer le dynamisme du peuple sénégalais, saluer le fait que aujourd'hui il y a eu plusieurs initiatives complémentaires. Chaque initiative a évidemment ses avantages mais aussi a ses limites. Et en tant que ministère de l'Éducation, le ministère devrait travailler à faire une analyse objective des limites de chaque initiative, voir leur portée, quelles sont les cibles qui ont été négligées par telle ou telle initiative, quelles sont les cibles qui sont totalement négligées par toutes les initiatives. Et donc, quelle stratégie faut-il développer pour faire de l'éducation, y compris en situation d'enseignement à distance, une réalité pour tout le monde. Donc ça, pour nous, en termes d'analyse, il faut y aller. Il faut travailler à faire en sorte que ces offres alternatives, ces initiatives qui sont prises, puissent avoir une certaine dimension complémentaire. Donc ça, pour nous aussi, c'est un élément qui doit être laissé à l'appréciation du ministère de l'Éducation. Maintenant, vous l'avez dit, il y a eu des offres, y compris le canal 20 qui a été offert à l'éducation. Nous saluons l'offre, la disponibilité de ce canal 20, parce que pendant longtemps, on s'était battu pour dire que le Sénégal méritait d'avoir un canal dédié à l'éducation. Ne serait-ce que pour ça, nous saluons. Maintenant, en termes de contenu... Nous l'avons vu également avec l'émission que nous avons faite, chers téléspectateurs, avec M. Mboup. Donc voilà, que c'est pas normal que la musique ait sa télévision, voilà, donc la lutte ait sa télévision, et que l'éducation n'ait pas sa télévision. Donc pour nous, c'est dans ce sens-là que nous avons salué. Nous avons dit le Covid, oui, c'est un perturbateur, mais il nous a au moins permis d'accélérer la disponibilité d'un canal dédié à l'éducation. Ça, c'est un point. Maintenant, il reste à réfléchir sur son animation, sur les éléments de contenu, pour que ça puisse servir aussi des enfants. Ou même peut-être l'arrivée d'autres canaux de l'éducation. Oui, mais déjà, il faut peut-être pas qu'on disperse nos forces, à mon avis. Il faut, bon, il y a déjà Télé-École, je le félicite. Télé-École, si nous avons le canal 20, on peut se concentrer sur ça pour pouvoir évidemment bien maîtriser et bien capitaliser cette offre-là à travers un canal dédié à l'éducation. Pour ensuite, voilà, mais il faut peut-être pas qu'on disperse nos forces. Donc, oui, pour dire quoi? On revient à la question, voilà, donc toujours est-il que vous avez parlé donc de ces études-là. Mais concrètement, est-ce qu'on a le temps de faire ces études, surtout si on devrait reprendre en début mai? Oui, non, pour moi je ne parle pas d'une étude systématique, mais je parle d'un bilan rapide. Un bilan rapide pour voir quelle est la portée des initiatives qui ont été mises en place. Est-ce que l'intention des initiateurs de ces offres, qui est de fixer les enfants à la maison, est-ce que avec ces offres à la télé, dans les télés, avec ces offres, avec WhatsApp et autres, est-ce que nos enfants sont fixés, sont effectivement à la maison, à ces heures? Est-ce qu'ils sont informés des heures? Est-ce qu'ils ont un programme qui puisse les attirer? Ça, on peut faire des études rapides, hein, des bilans rapides, à travers des questionnaires. Ils savent comment le faire. Hein. Si c'est retenu, ils savent comment le faire. Des questionnaires qui permettent de voir quelle est la portée des différentes offres et initiatives prises. Ça, c'est un. C'est pour voir d'abord, est-ce que ça a permis de fixer les enfants? Mais ensuite, est-ce que ça a servi pédagogiquement les enfants? Est-ce qu'en termes d'interaction, les enfants ont pu, en tout cas, grandir ou ont pu être améliorés à travers donc, ces offres-là? Il faut l'analyser pour nous, c'est un élément qui est fondamental. Maintenant, une fois analysé, il faut voir maintenant dans quelle mesure on pourrait s'en appuyer, même s'il n'y a pas de Covid, pour que ça puisse venir en complément à ce qui se fait à l'école. Parce que c'est juste des supports, comme le livre c'est un support, la télé peut être considérée comme un support, mais nous le savons, la télé ne peut jamais remplacer l'enseignant. Et donc l'enseignant peut au niveau de la COSYDEP, est-ce que vous avez pensé aussi à dérouler des activités après la reprise? Parce qu'on a vu, par exemple, et on vous félicite pour ça, on en profite pour féliciter également l'auteur de ce livre, M. Babacar Diop, qui a écrit sur Dine Maïmouna, les crises hystériformes dans les établissements, avec Dine Maïmouna. Donc, est-ce que on peut s'attendre à ce que la COSYDEP développe des initiatives de ce genre? Prendre par exemple des psychologues qui ont produit sur ça, donc sur ces sortes de crises, comme M. Babacar Diop. Donc, et voilà, faire quelque chose pour vraiment aider le système éducatif à fonctionner normalement. Oui, déjà, je voudrais juste vous informer que nous avons mis en place une équipe, un groupe de travail,
qui ne réfléchit que sur ça. Avec un dossier qu'on a intitulé Réponse de l'éducation aux conséquences du Covid-19. Donc nous, vous le savez, nos interventions et toutes nos actions sont fondées sur la réalisation d'études. C'est à partir de rapports d'études que nous pourrons savoir qu'est-ce que nous pouvons faire après. Aujourd'hui, nous sommes dans la réflexion pour capitaliser tout ce qui se fait en faisant du benchmarking, ce qui se fait pas seulement au Sénégal, mais ce qui se fait au Mali, en Côte d'Ivoire, ce qui se fait en France, au Canada, ce qui se fait partout dans le monde, ce qui se fait dans l'intérieur du Sénégal. Donc on est en train de capitaliser le tout, de les analyser et de repenser un peu les réponses qui sont potentielles. À partir de là, il y aura évidemment des pistes d'action qui vont être développées et sur cette base-là, on va évidemment avoir un programme d'accompagnement du processus post-Covid-19. Et ça fait partie évidemment de nos préoccupations fortes et nous l'avons déjà lancé parce que nous refusons d'être surpris. Nous ne voulons pas être dans la réaction, nous ne voulons pas être dans la quotidienneté, nous voulons avoir toujours une posture d'anticipation. Et donc nos antennes ont été mobilisées dans ce sens-là, un groupe de travail est mis en place et évidemment qu'il y aura une réflexion et un programme qui va se fonder sur les résultats. Vous avez parfaitement raison. Donc, chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de l'émission. On va lui permettre de dire son dernier mot à M. Cheikh Mbow, je le rappelle, c'est le directeur exécutif de la COSYDEP. Oui, c'est encore une fois vous féliciter, vous remercier, vous encourager et espérer évidemment que cet échange qu'on a eu puisse servir un peu à la prise de décision. Parce que nous sommes convaincus que face à cette crise, à cette situation nouvelle, nous devons faire preuve de solidarité, solidarité dans l'action, solidarité dans la réflexion. Et ça, nous sommes aussi persuadés et convaincus que le Sénégal a toute l'intelligence collective et pratique pour faire face à ce qui se trame actuellement. Vous le savez, c'est une pandémie. Les autres pays sont en train de trouver une solution à leur situation. Nous ne devons pas accepter d'être passifs et de ne pas trouver une solution qui nous épargne de tout ce qui est année blanche. Donc nous devons avoir l'intelligence, si nous travaillons tous ensemble de manière complémentaire, à mettre sur la table, en tout cas des stratégies qui nous permettent de pouvoir gérer cette année et de pouvoir évidemment renforcer à partir donc des autres les gaps qui vont être constitués en tirant toutes les leçons. Et en rappelant que justement éducation et santé, ça va de pair. Donc si nous voulons adresser les questions de santé de manière profonde, il nous faut avoir plus d'attention sur l'éducation. Si tous nos enfants sont éduqués, si nous avons suffisamment de ressources pour l'éducation, ces questions qui sont posées avec le Covid, gestes barrières, se laver les mains, c'est des questions qui sont qui devraient théoriquement être prises en charge par l'école. Donc nous pensons que l'école peut être le meilleur vaccin, un vaccin durable du Covid-19. Et de ce point de vue, nous considérons évidemment que l'éducation et la santé devraient avoir une priorité dans nos plans et trucs. Parce que le Covid nous aura appris que l'humain doit être au centre de toute politique de développement. Ok. Merci beaucoup, M. Mbow. Et chers téléspectateurs, on vous l'a dit tout à l'heure, on est arrivé au terme de l'émission. Donc, mais avant de nous quitter, on va encore lancer un appel à tous les Sénégalais, un appel au monde entier, mais surtout aux Sénégalais, surtout aux acteurs du système éducatif, principalement aux parents d'élèves. Un appel. Pourquoi? Parce que les cas communautaires commencent à inquiéter le Sénégal tout entier. Et tant qu'il y aura des cas communautaires, dites-vous, chers parents d'élèves, qu'on n'ouvrira pas les classes. Monsieur Mbow l'a dit tout à l'heure, tous les invités qu'on a eus pendant cette période l'ont dit, que l'école, c'est la communauté en miniature. Donc dites-vous que tant qu'il y aura des cas communautaires, les écoles n'ouvriront pas leurs portes. Donc battons-nous ensemble, chers téléspectateurs, et boutons le Covid-19 donc en dehors de ce monde. Pas en dehors du Sénégal seulement, mais en dehors de ce monde. Sur ce, nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous dans une semaine pour un autre numéro de votre entretien hebdomadaire.